L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, chapitre qui s'intitule Exposé complet du cas par Henry Jekyll. Je naquis en l'année 1800, d'une grande fortune, doué en outre d'excellentes parties, enclin par nature à l'industrie, friand du respect des sages et des bons parmi mes semblables, et ainsi comme il aurait pu être supposé, avec toute garantie d'un avenir honorable et distingué. Et en vérité, le pire de mes défauts était une certaine gaieté impatiente de disposition, telle celle qui fit le bonheur de beaucoup, mais telle celle que je trouvais dure de concilier avec mon impérieux désir de porter haut la tête, et revêtir une physionomie plus que communément grave devant le public. D'où il advient que je dissimulais mes plaisirs, et que quand j'atteignis les années de réflexion, et commençai à regarder autour de moi et faire l'inventaire de mon progrès et ma position dans le monde, je me trouvais déjà engagé dans une profonde duplicité de vie. Bien des hommes auraient même trompetté des irrégularités pareilles à celles dont j'étais coupable, mais depuis les hautes vues que j'avais placées devant moi, je les regardais et les cachais avec un sentiment de honte presque morbide. Ce fut plutôt ainsi la nature exigeante de mes aspirations qu'aucune dégradation particulière dans mes fautes qui me fit ce que je fus, et, d'un fossé même plus profond que chez la majorité des hommes, sépara en moi ces domaines du bien et du mal qui divisent et composent la double nature de l'homme. En ce cas, je fus conduit à réfléchir en profondeur et avec acharnement à cette dure loi de la vie qui gît à la racine de la religion et est l'une des plus abondantes sources de détresse. Bien que si profondément double, je n'étais en aucun sens un hypocrite. Mes deux côtés étaient tout à fait sincères. Je n'étais pas plus moi-même quand j'écartais la contrainte et plongeais dans la honte, que quand j'œuvrais sous l'œil du jour à l'avancement des connaissances ou au soulagement des peines et des souffrances, et il se trouva que la direction de mes études scientifiques, qui menait entièrement vers le mystique et le transcendantal, réagit et répandit une forte lumière sur la conscience de cette guerre pérenne entre mes membres. Avec chaque jour, et des deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellect, je me rapprochai ainsi fermement de cette vérité, dont la découverte partielle m'a condamné à un si terrible naufrage, que l'homme n'est pas vraiment un, mais vraiment deux. Je dis deux, parce que l'état de mes propres connaissances ne passe pas au-delà de ce point. D'autres suivront, d'autres me devanceront dans les mêmes voies, et je hasarde l'hypothèse que l'homme sera finalement reconnu comme une simple politique de citoyens multiples, incongrus et indépendants. Moi, pour ma part, d'après la nature de mon existence, j'avançais infailliblement dans une direction, et dans une direction seulement. Ce fut sur le côté moral et dans ma propre personne que j'appris à reconnaître la dualité foncière et primaire de l'homme. Je vis que, des deux natures qui s'affronteraient dans le champ de ma conscience, même si je pouvais justement être dit l'une ou l'autre, ce n'était que parce que j'étais radicalement les deux. Et très tôt, avant même que le cours de mes découvertes scientifiques n'eût commencé à suggérer la possibilité la plus nue d'un tel miracle, j'avais appris à m'attarder avec plaisir, comme une rêverie bien-aimée, sur la pensée de la séparation de ces éléments. Si chacun, me disais-je, pouvait être abrité dans des identités séparées, la vie serait soulagée de tout ce qui était insupportable. L'injuste pourrait aller son chemin, délivré des aspirations et remords de son jumeau plus intègre, et le juste pourrait marcher fermement et sûrement sur sa voie ascendante, faisant les bonnes choses dans lesquelles il trouverait son plaisir, et non plus exposé à la disgrâce et à la pénitence par les mains de ce mal étrange. Ce fut la malédiction du genre humain que ces fagots incongrus furent ainsi liés ensemble, que dans le sein supplicité de la conscience, ces jumeaux polaires fussent continuellement à la lutte. Comment donc seraient-ils dissociés ? J'en étais là, de mes réflexions, lorsque, comme j'ai dit, une lumière latérale commença de briller sur le sujet depuis la table du laboratoire. Je commençai à percevoir plus profondément qu'on ne l'a encore jamais établi, la tremblante immatérialité, le brumeux éphémère de ce corps, semble-t-il si solide, dont nous marchons parés. Certains agents, je trouvais, ont le pouvoir d'ébranler et arracher ce vêtement charnel, de même qu'un vent peut secouer les rideaux d'un pavillon, pour deux bonnes raisons. Je n'entrerai pas en profondeur dans cette branche scientifique de ma confession. Premièrement, parce qu'il m'a été fait apprendre que le destin et fardeau de notre vie est lié pour toujours aux épaules de l'homme, et quand la tentative est faite
de le rejeter, il ne revient sur nous que d'une pression moins familière et plus affreuse. Deuxièmement, parce que comme mon récit le rendra hélas trop évident, mes découvertes furent incomplètes. Assez donc que je reconnus non seulement mon corps naturel pour la simple aura et resplendeur de certaines des puissances qui constituaient mon esprit, mais réussis à composer une drogue par laquelle ces puissances devaient être détrônées de leur suprématie et une seconde forme et physionomie substituée, non moins naturelle pour moi parce qu'elle était l'expression et portait la frappe d'éléments inférieurs de mon âme. J'hésitais longtemps avant de mettre cette théorie à l'épreuve de la pratique. Je savais bien que je risquais la mort, car toute drogue qui dominait et ébranlait aussi puissamment la forteresse même de l'identité pouvait au moindre scrupule de surdose, ou à la moindre inopportunité à l'instant de l'exhibition, totalement effacer ce tabernacle immatériel que je lui escomptais de changer. Mais la tentation d'une découverte si singulière et profonde surmonta enfin les suggestions de l'alarme. J'avais depuis longtemps préparé ma teinture. J'achetai aussitôt chez une maison de pharmacien en gros une grande quantité d'un sel particulier, que je savais, d'après mes expériences, être le dernier ingrédient nécessaire. Et tard une nuit maudite, je composai les éléments, les regardai bouillir et fumer ensemble dans le verre, et lorsque l'ébullition fut retombée, avec un puissant éclat de courage, bus d'un coup la potion. Les bourlerements les plus déchirants s'ensuivirent. Un broyement dans les os, une nausée mortelle et une horreur de l'esprit, qui ne peut être dépassée à l'heure de la naissance ou de la mort. Puis ces agonies commencèrent à retomber rapidement, et je reviens à moi comme au sortir d'une grande maladie. Il y avait quelque chose d'étrange dans mes sensations, quelque chose d'indescriptiblement neuf, et, par sa nouveauté même, d'incroyablement doux. Je me sentais plus jeune, plus léger, plus heureux du corps. À l'intérieur, j'avais conscience d'une capiteuse insouciance, d'un courant d'images sensuelles désordonnées, courant comme un bief de moulin dans mon imagination, d'une solution des liens de l'obligation, d'une liberté inconnue, mais non pas innocence de l'âme. Je me sus, au premier souffle de cette vie nouvelle, plus méchant, 10 fois plus méchant, vendu en esclave à mon mal originel, et cette pensée à ce moment-là me fortifia et me ravit comme du vin. J'étendis les mains, exultant dans la fraîcheur de cette sensation, et dans cet acte je me rendis compte soudain que j'avais perdu en stature. Il n'y avait pas de miroir à cette date dans ma pièce. Celui qui se tint auprès de moi, comme j'écris, y fut apporté plus tard. Et dans le but même de ces transformations, la nuit, cependant, était bien avancée dans le matin. Le matin, si noir qu'il fût, était presque mûr pour la conception du jour. Les résidents de ma maison étaient plongés dans les plus rigoureuses heures du sommeil, et je décidai, enivré, que j'étais d'espoir et de triomphe, de m'aventurer dans ma nouvelle forme jusqu'à ma chambre à coucher. Je traversai la cour, d'où les constellations baissaient les yeux sur moi. Aurais-je pu croire, avec étonnement, la première créature de cette sorte, que leur vigilance, toujours en éveil, leur eût jamais révélée? Je me glissai par les corridors étrangers dans ma propre maison, et arrivant à ma chambre, je vis pour la première fois l'apparence d'Edward Hyde. Il ne me faut parler ici que par théorie, disant non ce que je sais, mais ce que je suppose être le plus probable. Le côté mauvais de ma nature, auquel j'avais maintenant transféré la frappe efficace, était moins robuste et moins développé que le bon que je venais de déposer. Aussi, au cours de ma vie, qui avait été, après tout, 9/10 une vie d'effort, de vertu et de maîtrise, il avait été beaucoup moins exercé et beaucoup moins épuisé. Et d'où, comme je pense, il advenait d'Edward Hyde, était tellement plus petit, léger et jeune qu'Henry Jekyll. De même que le bien brillait sur la physionomie de l'un, le mal était écrit largement et nettement sur la face de l'autre. Le mal, en outre, qu'il me faut toujours croire être le côté létal de l'homme, avait laissé sur ce corps une empreinte de difformité et de délabrement. Et cependant, quand je considérais cette laide idole dans la glace, je n'avais conscience d'aucune répugnance, plutôt d'un élan de bienvenue. Ceci aussi, c'était moi. Elle semblait naturelle et humaine. À mes yeux, elle offrait une image plus vivante de l'esprit. Elle semblait plus expresse et simple que la physionomie imparfaite et divisée que j'avais été accoutumé jusqu'ici d'appeler mienne. Et pour autant, j'avais sans doute raison. J'ai observé que lorsque je portais la semblance d'Edward Hyde,
Personne ne pouvait venir près de moi, d'abord sans une inquiétude visible de la chair, ceci, comme je le comprends, était parce que tous les êtres humains, comme nous les rencontrons, sont confondus de bien et de mal, et Edward Hyde, seul dans les rangs du genre humain, était de mal pur. Je ne m'attardais qu'un instant au miroir. La seconde et conclusive expérience devait encore être tentée. Il restait encore à voir si j'avais perdu mon identité au-delà de toute rédemption, et devais fuir avant le jour une maison qui n'était plus la mienne. Et, m'empressant de retourner à mon cabinet, je préparai et bus une fois de plus la coupe, souffrir une fois de plus les bourlerements de la dissolution, et revient à moi une fois de plus avec le caractère, la stature et le visage d'Henry Jekyll. Cette nuit-là, j'étais arrivé au fatal carrefour. Eussé-je approché ma découverte dans un esprit plus noble? Eussé-je risqué l'expérience sur l'empire d'aspirations généreuses ou pieuses? Tout aurait dû être autrement, et de ces agonies de mort et de naissance, je serais ressorti ange au lieu de démon. La drogue n'avait aucune action distinctive. Elle n'était ni diabolique ni divine. Elle ne faisait qu'ébranler les portes de la maison d'arrêt de ma disposition. Et, comme les captifs de Philippe, ceux qui se trouvaient à l'intérieur sortis en courant. À ce moment, ma vertu sommeillait. Mon mal tenu éveillé par ambition fut alerté et prompt à saisir l'occasion. Et la chose qui fut projetée fut Edward Hyde. D'où, quoique j'eusse maintenant deux caractères, aussi bien que deux apparences, l'un était entièrement mauvais et l'autre était toujours le vieil Henry Jekyll. Cet incongru composé dont j'avais déjà appris à désespérer de la réforme et du progrès. Le mouvement était ainsi entièrement vers le pire. Mais à cette époque, je n'avais toujours pas vaincu mon aversion pour la sécheresse d'une vie d'études. J'étais encore joyeusement disposé parfois, et comme mes plaisirs étaient indignes, pour ne pas dire plus, et que j'étais non seulement bien connu et extrêmement considéré, mais me faisais un homme d'un certain âge, cette incohérence de ma vie se faisait chaque jour plus importante. Ce fut de ce côté que mon nouveau pouvoir me tenta, jusqu'à tomber en esclavage. Je n'avais qu'à boire la coupe pour ôter aussitôt le corps du professeur en vogue et assumer tel un épais manteau celui d'Edward Hyde. Je souriais à cette idée. Elle me semblait à l'époque être humoristique, et je fis mes préparatifs avec le soin le plus studieux. Je retins et meublai cette maison de Soho, où Hyde fut pisté par la police, et engagé comme femme de charge, une créature que je savais être silencieuse et sans scrupules. D'autre part, j'annonçai à mes domestiques qu'un certain monsieur Hyde, que je décrivais, devait avoir pleine liberté et plein pouvoir dans ma maison de la place. Et pour parer aux mésaventures, je passai, et me rendis même un objet familier dans mon second caractère. Je dressai ensuite ce testament contre lequel vous fîtes tant d'objections, de sorte que s'il m'arrivait quelque chose dans la personne du docteur Jekyll, je pusse entrer dans celle d'Edward Hyde sans perte pécuniaire. Et ainsi, fortifié comme je le supposais de tous côtés, je commençai à profiter des étranges immunités de ma position. Les hommes m'ont engagé auparavant des bravis pour opérer leurs crimes, tandis que leur propre personne de réputation restait si à l'abri. Je fus le premier à jamais le faire pour ses plaisirs. Je fus le premier à pouvoir ainsi marcher lourdement sous l'œil du public avec une charge de chaleureuse respectabilité, et en un instant, tel un écolier, me dépouiller de ses prés et me jeter tête baissée dans la mer de la liberté. Mais pour moi, dans mon impénétrable manteau, la sécurité était complète. Pensez-y, je n'existais même pas. Laissiez-moi seulement échapper par la porte de mon laboratoire, donniez-moi seulement une seconde ou deux pour mictionner et avaler le breuvage que je tenais toujours prêt. Et quoi qu'il eût fait, Edward Hyde passait comme la tache de l'haleine sur un miroir, et là, en son lieu, tranquillement chez lui, arrangeant la lampe de minuit dans son étude, en homme qui pouvait se permettre de se moquer des soupçons, serait Henry Jekyll. Les plaisirs que je me hâtais de rechercher dans mon déguisement étaient, comme j'ai dit, indignes. J'utiliserais à peine un terme plus dur, mais entre les mains d'Edward Hyde, ils commencèrent bientôt à tourner au monstrueux. Lorsque je revenais de ces excursions, j'étais souvent plongé dans une espèce d'étonnement devant ma dépravation déléguée. Ce familier que j'appelais hors de ma propre âme et envoyé seul faire son bon plaisir
était un être malin et vil par inhérence. Toutes ses actions et pensées centrées sur soi, buvant le plaisir avec une avidité bestiale de tout degré de torture d'autrui, implacable comme un homme de pierre, Henry Jekyll demeurait parfois atterré devant les actes d'Edward Hyde. Mais la situation s'écartait des lois ordinaires et relâchait insidieusement l'emprise de la conscience. C'était Hyde après tout, et Hyde seul, qui était coupable. Jekyll n'était pas pire. Il se réveillait à ses bonnes qualités apparemment inaltérées. Il se hâtait même, là où c'était possible de défaire le mal que faisait Hyde, et ainsi sommeillait sa conscience. Dans les détails de l'infamie à laquelle je connivais ainsi, car même maintenant je puis à peine concéder que je la commettais, je n'ai pas dessein d'entrer. Je n'entends que signaler les avertissements et les étapes successives avec lesquelles approcha mon châtiment. Il m'arriva un accident que, comme il m'amena aucune conséquence, je ne ferai que mentionner. Un acte de cruauté envers un enfant souleva contre moi la fureur d'un passant, que je reconnus l'autre jour dans la personne de votre parent. Le docteur et la famille de l'enfant se joignirent à lui, et il eut des instants où je craignis pour ma vie. Et enfin, dans le but d'apaiser leur trop juste ressentiment, il fallut qu'Edward Hyde les menât jusqu'à la porte et les payât d'un chèque tiré au nom d'Henry Jekyll. Mais ce danger fut aisément éliminé de l'avenir, en ouvrant un compte à une autre banque au nom d'Edward Hyde lui-même. Et quand, en renversant ma propre main en arrière, j'eus pourvu mon double d'une signature, je pensais m'être assis au-delà de l'atteinte du sort. Quelques 2 mois avant l'assassinat de Sir Danvers, j'étais sorti pour l'une de mes aventures, était revenu à une heure tardive et me réveillai le lendemain au lit avec des sensations quelque peu singulières. Ce fut en vain que je regardai autour de moi, en vain que je vis le mobilier décent et les hautes proportions de ma chambre de la place, en vain que je reconnus le motif du rideau, du lit et le modèle du cadre d'acajou. Quelque chose continuait toujours d'insister, que je n'étais pas là où j'étais, et que je ne m'étais pas réveillé là où il semblait être. Mais dans la petite chambre de ce haut, où j'étais accoutumé à dormir dans le corps d'Edward Hyde, je souriais à part moi, et à ma façon psychologique commençait paresseusement à m'enquérir des éléments de cette illusion, retombant occasionnellement, se faisant dans un confortable assoupissement matinal. J'étais toujours engagé ainsi quand, dans un des moments les plus éveillés, mon regard tomba sur ma main. Or, la main d'Henry Jekyll, comme vous l'avez souvent remarqué, était professionnelle de forme et de taille. Elle était large, ferme, blanche et avenante, mais la main que je vis alors assez clairement dans la lumière jaune du matin, de plein Londres, gisant à demi fermée sur les draps du lit, était longue, cordée, osseuse, d'une pâleur cendrée et fortement ombragée, d'une toison de poils bistres. C'était la main d'Edward Hyde. Je dus écarquiller les yeux dessus pendant près d'une demi-minute, enfoncé que j'étais dans la pure stupidité de l'étonnement, avant que la terreur ne se réveillât dans ma poitrine aussi subite et saisissante qu'un fracas de cymbales. Et bondissant hors de mon lit, je me ruai vers le miroir. Au spectacle qui s'offrit à mes yeux, mon sang se changea en quelque chose d'esquissement fluide et glacial. Oui, j'étais allé au lit Henry Jekyll, je m'étais éveillé Edward Hyde. Comment expliquer ceci ? Me demandai-je, et puis, avec un autre bond de terreur, comment y remédier ? La matinée était bien avancée, les domestiques étaient levés, toutes mes drogues étaient dans le cabinet. Un long parcours, descendre 2 paires d'escaliers, traverser le couloir de derrière, franchir la cour découverte et traverser l'amphithéâtre anatomique, devant lequel je demeurais alors frappé d'horreur. Il pouvait en vérité être possible de me couvrir le visage, mais de quelle utilité était-ce, quand j'étais incapable de dissimuler l'altercation de ma stature ? Et puis, avec une surpuissante douceur de soulagement, il me revint à l'esprit que les domestiques étaient déjà habitués aux allées et venues de mon 2e mois. J'eus tôt fait de m'habiller, aussi bien que j'en fus capable, de vêtements de ma propre taille, tôt fait de passer à travers la maison, où Bradshaw écarquilla les yeux et se recula en voyant M. Hyde à une pareille heure, et dans un si étrange appareil. Et 10 minutes plus tard, le docteur Jekyll était revenu à sa propre forme et s'asseyait le front assombri pour faire un simulacre de déjeuner. Mince, en vérité, était mon appétit. Cet inexplicable incident, ce reversement de mon expérience antérieure, semblait tel le doigt babylonien sur le mur, épeler les lettres de mon jugement.
et je commençais à réfléchir plus sérieusement que jamais auparavant aux issues et possibilités de ma double existence. Cette partie de moi-même que j'avais le pouvoir de projeter avait été récemment beaucoup exercée et nourrie. Il m'avait semblé dernièrement que le corps d'Edward Hyde avait grandi en stature, comme si, quand je rêvais cette forme, j'avais conscience d'une marée plus généreuse de sang, et je commençais d'entrevoir le danger que, si ceci se prolongeait beaucoup, l'équilibre de ma nature pouvait être définitivement renversé, le pouvoir du changement volontaire perdu et le caractère d'Edward Hyde devenir irrévocablement le mien. Le pouvoir de la drogue ne s'était pas toujours manifesté égal. Une fois très tôt dans ma carrière, il m'avait totalement trahi. Depuis, j'avais été obligé, en plus d'une occasion de doubler, et une fois avec un infini risque de mort, de tripler la dose. Et ces rares incertitudes avaient jeté jusqu'ici la seule ombre sur mon contentement. Maintenant, cependant, à la lumière de cet incident du matin, je fus conduit à remarquer qu'alors que, au début, la difficulté avait été de rejeter le corps de Jekyll, elle s'était récemment graduellement mais décidément transférée de l'autre côté. Tout donc semblait indiquer ceci, que je perdais lentement l'emprise de mon moi originel et meilleur, et devenais lentement incorporé à mon second et pire. Entre ces deux, je sentis maintenant qu'il me fallait choisir. Mes deux natures avaient la mémoire en commun, mais toutes les autres facultés étaient des plus inégalement réparties entre elles. Jekyll, qui était composite, tantôt avec les appréhensions les plus sensibles, tantôt avec une verve avide, projetait et partageait les plaisirs et aventures de Hyde. Mais Hyde était indifférent à Jekyll, ou ne se souvenait de lui que comme le bandit des montagnes se souvient de la caverne, où il se dissimule aux poursuites. Jekyll avait plus que l'intérêt d'un père, Hyde avait plus que l'indifférence d'un fils. Livrer mon sort à Jekyll, c'était mourir à ces appétits que j'avais satisfaits longtemps secrètement et avait commencé récemment à choyer. Le livrer à Hyde était mourir à mille intérêts et aspirations et devenir, d'un seul coup et pour toujours, méprisé et sans amis. Le marché peut paraître inégal, mais il y avait encore une autre considération dans la balance, car tandis que Jekyll souffrirait cuisamment dans les feux de l'abstinence, Hyde n'avait même pas conscience de tout ce qu'il avait perdu. Aussi étranges que fussent mes circonstances, les termes de ce débat sont vieux et banals comme l'homme. À peu près les mêmes incitations et alarmantes jettent le dé pour tout pécheur tremblant et tenté. Et il advient de moi, comme il advient pour une si vaste majorité de mes semblables, que je choisis le meilleur rôle et me trouvai en défaut dans la chambre pour m'y tenir. Oui, je préférais le docteur vieillissant et mécontent, entouré d'amis et caressant d'honnête espoir et dit résolument adieu à la liberté, la relative jeunesse, les pas légers, poux bondissants et plaisirs secrets auxquels j'avais goûté sous le déguisement de Hyde. Je fis ce choix avec peut-être quelques réserves inconscientes, car je renonçais pas à la maison de Soho, ni ne détruisis les vêtements d'Edward Hyde, qui se trouvait toujours près dans mon cabinet. Pendant 2 mois, cependant, je fus fidèle à ma détermination. Pendant 2 mois, je menai une vie d'une sévérité que je n'avais jamais atteint auparavant, et goûtai aux compensations d'une conscience approbatrice. Mais le temps commença enfin d'oblitérer la fraîcheur de mon alarme. Les louanges de la conscience commencèrent de devenir choses entendues. Je commençais d'être torturé d'affres et de langueur comme Hyde, luttant après la liberté. Et enfin, dans une heure de faiblesse morale, je composais et avalais encore une fois le breuvage transformateur. Je ne suppose pas que, lorsqu'un ivrogne raisonne avec lui-même à propos de son vice, il soit une fois sur 500 affecté par les dangers qu'il court à travers sa bestiale insensibilité physique. Moi non plus. Aussi longtemps que j'avais réfléchi à ma situation, je n'avais pas eu assez égard à l'insensibilité morale et insensée disposition au mal, qui étaient les caractères premiers d'Edward Hyde. Cependant, ce fut par cela que je fus puni. Mon démon avait été longtemps encagé. Il sortit rugissant. J'eus conscience alors même que je prenais le breuvage d'une encore plus débridée, encore plus furieuse proportion au mal. Ce dut être ceci, je suppose, qui remua dans mon âme cette tempête d'impatience avec laquelle j'écoutais les civilités de ma malheureuse victime. Je déclare du moins devant Dieu qu'aucun homme moralement sain n'aurait pu se rendre coupable de ce crime sur une provocation si pitoyable, et que je frappais dans un esprit
pas plus raisonnable que celui dans lequel un enfant malade peut briser un jouet, mais je m'étais volontairement dépouillé de tous ces instincts pondérateurs, grâce auxquels même les pires d'entre nous continuent de marcher avec quelques degrés de fermeté parmi les tentations, et dans mon cas être tenté, quelque légèrement, était chuté. À l'instant, l'esprit de l'enfer s'éveilla en moi et fit rage. Avec un transport de liesse, je meurtris ce corps sans résistance, goûtant délices de chaque coup, et ce ne fut qu'après que la lassitude eut commencé à s'ensuivre que je fus subitement, dans le haut accès de mon délire, frappé en plein cœur d'un frisson glacé de terreur. Un voile se dispersa, je vis ma vie perdue et fuis la scène de cet excès à la fois glorifiant et tremblant, ma soif du mal satisfaite et stimulée, mon amour de la vie serré à la plus haute cheville. Je courus à la maison de Soho et, par redoublement d'assurance, détruisis mes papiers. De là, je partis par les rues éclairées dans la même extase, partagée d'esprit, me réjouissant de mon crime, la tête légère en dévissant d'autres pour l'avenir, et cependant toujours me hâtant et toujours dressant l'oreille dans mon sillage, au pas du vengeur. Hyde avait une chanson sur les lèvres en composant le breuvage, et en le buvant. Fit santé aux morts, les affres de la transformation n'avaient pas fini de le déchirer, qu'Henry Jekyll avait des ruisselantes larmes de gratitude et de remords, était tombé à genoux et avait levé ses mains jointes vers Dieu. Le voile de la complaisance se fit du haut en bas. Je vis ma vie comme un ensemble. Je la suivis depuis les jours d'enfance, lorsque je marchais avec la main de mon père et à travers les labeurs de renoncement de ma vie professionnelle, pour arriver encore et encore avec le même sentiment d'irréalité aux maudites horreurs de la soirée. J'aurais pu hurler tout haut, je cherchais, avec des larmes et des prières, à étouffer la foule d'images et de sons hideux que ma mémoire faisait essaimer contre moi, et toujours entre les pétitions, le laid visage de mon iniquité me fixait dans l'âme, comme l'acuité de ce remords commençait à s'éteindre. Il fut suivi d'un sentiment de joie. Le problème de ma conduite était résolu. Hyde était désormais impossible, que je le voulusse ou non, j'étais maintenant confiné à la meilleure partie de mon existence, et oh, comme je me réjouissais d'y penser, avec quelle consentante humilité j'embrassais à nouveau les restrictions de la vie naturelle, avec quel sincère renoncement je verrouillais la porte par laquelle j'étais allé et venu si souvent et broyais la clé sous mon talon. Le lendemain vint la nouvelle que le meurtre avait été surpris, que la culpabilité de Hyde était patente aux yeux de tous, et que la victime était un homme haut placé dans l'estime publique. Ce n'était pas seulement un crime, ça avait été une folie tragique. Je crois que je fus heureux de le savoir. Je crois que je fus heureux d'avoir mes meilleures impulsions assis, arc-boutées et gardées par les terreurs de l'échafaud. Jekyll était maintenant ma cité de refuge. Que Hyde se laissât entrevoir un instant, et les mains de tous les hommes seraient levées pour le prendre et l'immoler. Je résolus dans ma conduite future de racheter le passé, et je puis dire avec honnêteté que ma résolution fut fructueuse de quelque bien. Vous savez vous-même avec quelle ardeur, dans les derniers mois de l'année dernière, je m'efforçais de soulager la souffrance. Vous savez que beaucoup fut fait pour les autres et que les jours passèrent, paisiblement, presque heureusement, pour moi-même. Et je ne puis vraiment dire que je me lassais de cette vie innocente et bienfaisante. Je crois plutôt que je l'appréciais chaque jour plus complètement. Mais j'avais toujours pour malédiction ma dualité d'intention, et comme le premier tranchant de ma pénitence s'émoussait, mon côté inférieur, si longtemps satisfait, si récemment enchaîné, commença à grogner après la licence. Non que je rêvais de ressusciter Hyde, cette seule idée me saisissait jusqu'à la frénésie. Non, ce fut dans ma propre personne que je fus tenté une fois de plus de me jouer de ma conscience, et ce fut comme un ordinateur, pêcheur secret, que je tombai enfin devant les assauts de la tentation. Il vint un terme à toute chose, la mesure la plus contenante se remplit enfin, et cette brève condescendance à mon mal détruisit finalement l'équilibre de mon âme, et cependant je ne m'alarmais pas. La chute semblait naturelle, comme un retour au vieux temps avant que j'eusse fait ma découverte. C'était un beau jour, clair de janvier, humide sous le pied, où le givre avait fondu, mais sans un nuage sur les têtes. Et le Régent Park était plein de gazouillements d'hiver et suave d'odeur de printemps. J'étais assis au soleil sur un banc, l'animal en moi se pourlachant les babines de la mémoire. Le côté spirituel, un peu assoupi, promettant
pénitence ultérieure, mais toujours pas incité à commencer. Après tout, réfléchissais-je. J'étais comme mes voisins, et alors je souris, me comparant à d'autres hommes, comparant ma bonne volonté active à la paresseuse cruauté de leur négligence. Et au moment même de cette vaniteuse pensée, un haut-le-cœur me prit, une horrible nausée et le plus mortel frisson. Ceux-ci passèrent et me laissèrent affaibli. Et puis, comme à son tour, cette faiblesse retombait. Je me rendis compte d'un changement dans le tempérament de mes pensées, une plus grande audace, un mépris du danger, une solution des liens de l'obligation. Je baissai les yeux, mes vêtements pendaient informes sur mes membres rétrécis. La main qui gisait sur mon genou était cordée et velue. C'était une fois de plus Edward Hyde. Un moment auparavant, j'étais assuré du respect de tous. Fortuné, aimé, la nappe tendue pour moi dans la salle à manger de mon foyer, et maintenant j'étais le vulgaire gibier du genre humain, traqué, sans abri, un meurtrier connu, serf de la potence. Ma raison vacilla. Mais elle ne me manqua pas complètement. J'ai observé plus d'une fois que, dans mon second caractère, mes facultés semblaient aiguisées en pointe et mes esprits plus intensément élastiques. Aussi advient-il que là où Jekyll aurait pu peut-être succomber, Hyde s'éleva à l'importance du moment. Mes drogues étaient dans l'une des armoires de mon cabinet. Comment allais-je les atteindre? C'était le problème que, écrasant mes tempes dans mes mains, je me mis à résoudre. La porte du laboratoire, je l'avais fermée. Si je cherchais à rentrer par la maison, mes propres domestiques me livreraient à la potence. Je vis qu'il me fallait employer une autre main, et songeai à Lanyon. Comment allait-on l'atteindre? Comment le persuader? À supposer que j'échappasse à la capture dans les rues, comment allais-je me frayer un chemin jusqu'en sa présence? Et comment devais-je, moi, inconnu et déplaisant visiteur, obtenir du fameux médecin qu'il pillât l'étude de son collègue, le docteur Jekyll? Alors, il me souvint que de mon personnage originel, une partie me restait. Je pouvais écrire de ma propre écriture, et une fois que j'eus conçu cette féconde étincelle, la voie que je devais suivre devint éclairée de bout en bout. Là-dessus, j'arrangeai mes vêtements de mon mieux et, appelant un cab qui passait, me fit conduire à un hôtel de Portland Street, dont je me trouvais me rappeler le nom. À mon apparence, qui était en vérité assez comique, quelque tragique qui fût le sort que recouvraient ses vêtements, le conducteur ne put dissimuler son hilarité. Je lui grinçai des dents avec une bouffée de furie démoniaque, et le sourire se dessécha de son visage. Heureusement pour lui, encore plus heureusement pour moi-même, car encore un instant, et je l'aurais certainement tiré de son perchoir. À l'auberge, en entrant, je regardais autour de moi avec une physionomie noire, à faire trembler le personnel. Il n'échangea, en ma présence, aucun regard, méprit mes ordres, obsquisément, me conduisit à un salon particulier et m'apporta de quoi écrire. Hyde, en danger de mort, était une créature neuve, pour moi, secoué d'une colère démesurée, tendu jusqu'au point du meurtre, altéré d'infliger la souffrance. Cependant, la créature était astucieuse, maîtrisa sa furie d'un grand effort de volonté, composa ces deux importantes lettres, une à Lanyon et une à Paul, et pour qu'elle pût recevoir preuve effective de leur postage, les expédia avec instruction qu'elles fussent recommandées. Dès lors, il resta assis dans le jour devant le feu dans le salon particulier. Se rongeant les ongles, il dîna là, assis seul, avec ses craintes, le garçon fléchissant, visiblement devant son œil, et de là, lorsque la nuit fut entièrement venue, il se mit en route dans le coin d'un fiacre fermé, et se fit conduire çà et là dans les rues de la ville. Il, dis-je, je ne pus dire je, cet enfant de l'enfer n'avait rien d'humain. Rien ne vivait en lui que la peur et la haine, et lorsqu'enfin, pensant que le cocher avait commencé de devenir soupçonneux, il congédia le fiacre et se risqua à pied. Paré de ses vêtements inconvenants, objet marqué par l'observation au milieu des passagers nocturnes, ces deux viles passions se déchaînèrent en lui comme une tempête. Il marchait vite, traqué par ses craintes, jacassant tout seul, se terrant à travers les voies les moins fréquentées, comptant les minutes qui le séparaient encore de minuit. Une fois, une femme lui parla, lui offrant, je crois, une boîte d'allumettes. Il la frappa au visage et elle s'enfuit.
Quand je revins à moi chez Lanyon, l'horreur de mon vieil ami m'affecta peut-être quelque peu, je ne sais. Ce ne fut du moins qu'une goutte dans la mer auprès de l'abomination avec laquelle je revenais sur ces heures. Un changement s'était produit en moi. Ce n'était plus de la peur de la potence, c'était l'horreur d'être Hyde qui me déchirait. Je reçus la condamnation de Lanyon, en partie en rêve. Ce fut en partie en rêve que j'arrivai chez moi, à ma propre maison, et me mis au lit. Je dormis, après la prostration de la journée, d'un sommeil rigoureux et profond que même les cauchemars qui me tordaient ne purent parvenir à briser. Je me réveillai le matin ébranlé, affaibli, mais reposé. Je haïssais et craignais toujours la pensée de la brute qui dormait en moi, et je n'avais bien entendu pas oublier les épouvantables dangers de la veille. Mais j'étais, une fois de plus chez moi, dans ma propre maison, et près de mes drogues, et la reconnaissance pour mon évasion brillait si fort dans mon âme qu'elle rivalisait presque avec l'éclat de l'espoir. Je faisais un pas à loisir à travers la cour après le petit déjeuner, buvant la froidure de l'air avec plaisir, quand je fus ressaisi de ces indescriptibles sensations qui annonçaient le changement, et je n'eus que le temps de gagner l'abri de mon cabinet avant de rager et geler encore une fois sous les passions de Hyde. Il fallut à cette occasion une double dose pour me rappeler à moi-même, et hélas 6 heures après, comme j'étais assis à regarder tristement dans le feu, les bourlerements revinrent, et la drogue dut être réadministrée. Bref, à compter de ce jour, cela ne sembla que par un grand effort comme une gymnastique, et seulement sous la stimulation immédiate de la drogue que je fus capable de revêtir la physionomie de Jekyll. À toute heure du jour et de la nuit, j'étais pris de frissons prémonitoires, surtout si je dormais ou même sommeillais un moment dans mon fauteuil. C'était toujours comme Hyde que je m'en éveillais. Sous la tension de cette fatalité continuellement imminente et par la privation de sommeil à laquelle je me condamnais maintenant, oui, même au-delà de ce que j'avais pensé possible à l'homme, je devins, dans ma propre personne, une créature dévorée et vidée par la fièvre, faible, languissamment, tant de corps que d'esprit, et uniquement occupé d'une pensée, l'horreur de mon autre moi-même. Mais lorsque je dormais, ou lorsque la vertu du remède se dissipait, je sautais presque sans transition, car les bourlerements de la transformation se faisaient chaque jour moins marqués, en possession d'une imagination débordante d'images de terreur, d'une âme bouillonnant de haine sans cause, et d'un corps qui ne semblait pas assez fort pour contenir les énergies déchaînées de la vie. Les pouvoirs de Hyde semblaient avoir grandi avec l'état maladif de Jekyll, et certainement la haine qui les séparait maintenant était égale de chaque côté. Chez Jekyll, c'était une question d'instinct vital. Il avait vu maintenant la pleine difformité de cette créature qui partageait avec lui certains des phénomènes de la conscience, et était cohéritière avec lui de la mort, et au-delà de ces liens de communauté qui faisaient en eux-mêmes la plus poignante part de sa détresse, il pensait à Hyde, malgré toute son énergie de vie, comme à quelque chose non seulement d'infernal, mais d'inorganique. Ceci était la chose révoltante que le limon du puits semblate proférer des cris et des voix, que la poussière amorphe gesticulate et péchate, que ce qui était mort et n'avait pas de forme usurpate les fonctions de la vie, et ceci encore que cette horreur insurgée lui fût cousue plus intimement qu'une épouse, plus intimement qu'un œil. Elle resta engagée dans sa chair, où il l'entendait marmonner et la sentait se débattre pour naître, et qu'à chaque heure de faiblesse et dans la confiance du sommeil, prévalut contre lui et le déposât hors de la vie. La haine de Hyde pour Jekyll était d'un ordre différent. Sa terreur de la potence le poussait continuellement à commettre un suicide temporaire et revenir à sa position d'une partie au lieu d'une autre. Mais il en arborait la nécessité, il arborait l'abattement dans lequel Jekyll était maintenant tombé, et il ressentait l'aversion avec laquelle il était lui-même considéré. D'où les tours de singe qu'il me jouait, griffonnant de ma propre écriture des blasphèmes sur les pages de mes livres, brûlant les lettres et détruisant le portrait de mon père, et en vérité, n'eût été sa crainte de la mort, il se serait ruiné depuis longtemps, afin de m'entraîner dans la ruine. Mais son amour de la vie est merveilleux. Je vais plus loin, moi, qui suis malade, et me gèle, à sa simple pensée,
Lorsque je me rappelle l'abjection et la passion de cet attachement, et lorsque je sais combien il craint mon pouvoir de le trancher par le suicide, je me trouve le cœur de le prendre en pitié. Il est inutile, et le temps me manque affreusement de prolonger cette description. Personne n'a jamais souffert pareil tourment, que cela suffise, et cependant même à ceci, l'habitude apporta non pas de soulagement, mais une certaine insensibilité de l'âme, une certaine acceptation du désespoir, et ma punition aurait pu se poursuivre pendant des années, sans la calamité qui s'est maintenant abattue, et m'a finalement séparé de mon propre visage et ma propre nature, ma provision du sel, qui n'avait jamais été renouvelée depuis la date de la première expérience, commençait à s'épuiser. J'en envoyai chercher un nouvel approvisionnement et mixtionnai le breuvage. L'ébullition suivit, et le premier changement de couleur, non le second. Je la bus, et elle fut sans efficacité. Vous apprendrez de Paul comment j'ai fait mettre à Londres un sac. Ce fut en vain, et je suis maintenant persuadé que mon premier approvisionnement était impur, et que c'était cette impureté inconnue qui prêtait l'efficacité au breuvage. Une semaine environ s'est passée, et je finis maintenant cet exposé sous l'influence de la faim, des anciennes poudres. Voici donc la dernière fois, à moins d'un miracle, car qu'Henry Jekyll peut penser ses propres pensées ou voir son propre visage, combien tristement altéré maintenant, dans la glace. Et je ne dois pas trop tarder à porter un terme à mon écriture, car si mon récit a jusqu'ici échappé à la destruction, ce fut par une combinaison de grande prudence et de grande bonne chance. Les affres du changement me prendraient-ils dans l'acte de l'écriture? Hyde le déchirerait en pièces, mais s'il s'écoule quelque temps après que je l'aurai mis de côté, son merveilleux égoïsme et sa circonscription au moment le sauveront probablement encore une fois de l'action de son dépit simiesque. Et en vérité, le destin qui se referme sur nous deux l'a déjà changé et écrasé. D'ici à une demi-heure, quand je rendosserai encore et pour toujours cette personnalité haïe, je sais comment je resterai, frémissant et pleurant dans mon fauteuil, ou continuerai avec l'extase d'écoute la plus tendue et frappée de crainte, à arpenter de long en large cette pièce, mon dernier refuge terrestre, et à prêter l'oreille à tous les bruits de menace. Hyde mourra-t-il sur l'échafaud, ou trouvera-t-il le courage de se libérer lui-même au dernier moment? Dieu sait, je suis insouciant, voici la vraie heure de ma mort, et ce qui doit suivre concerne un autre que moi. Ici donc, comme je dépose la plume, et me mets en devoir de sceller ma confession, j'apporte un terme à la vie de ce malheureux Henry Jekyll. Fin du livre.